se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je crois que tout d'abord je vous dois quelques excuses parce que ça fait un petit moment que j'ai pas publié, je sais même pas combien de temps, quelques mois du coup je pense, hormis mon vlog d'arrivée à Londres qui était très court. Voilà, je dois juste avouer que prendre le rythme, arriver ici, commencer à voir avec les cours, tout ça, ce que j'avais à faire, l'organisation, c'était pas forcément très simple au début. Et du coup c'est vrai que je me sentais pas forcément de tourner ou quoi que ce soit parce que je sais pas, il y avait tellement de choses en fait qui se passaient que j'avais pas forcément la tête à ça. Et voilà, j'ai terminé récemment quelques bouquins et du coup je me suis dit que ce serait le temps parfait pour vous faire une update lecture. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et j'espère que vous m'en voulez pas trop de pas avoir publié de façon aussi régulière qu'auparavant. Voilà, je pense que j'avais besoin d'un petit temps d'installation. Je sais pas du tout si ce petit temps d'adaptation, d'installation est terminé. Je peux pas vous promettre que les vidéos vont revenir régulièrement comme avant, tous les mercredis à 18 h, etc. Ça sera toujours tous les mercredis à 18 h. Mais voilà, je sais pas du tout si je vais continuer avec un rythme de publication régulier pour l'instant. En tout cas voilà, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je voulais vous préciser que tous les livres que j'ai lus sont sur ma liseuse puisque, comme vous le savez maintenant, je suis en Erasmus en Angleterre et donc vous vous imaginez bien que vu à la fréquence à laquelle je lis, c'est pas du tout possible d'emmener des livres, de les ramener. Ça fait beaucoup trop de poids, beaucoup trop de matière en fait. Voilà, j'ai un poids respecté pour ma valise, donc je peux pas me charger inutilement entre guillemets avec des livres. Donc j'ai ma liseuse et le premier livre que j'ai terminé, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan, qui n'est pas très long, qui fait environ 200 pages, un petit peu plus de 200 pages je crois. Et alors ce livre m'avait été conseillé il y a quelques années, il y a 4 ans précisément. Il y a un avion. Donc ce livre m'avait été conseillé il y a environ 4 ans par une amie à moi, on était dans la même classe et elle m'avait conseillé ce livre que je n'avais jamais pris le temps de lire jusqu'à maintenant. Et donc je l'ai lu l'été dernier, courant... Enfin pas l'été, à la fin de l'été, donc fin août, début septembre, et je dois dire que je l'ai adoré. C'est un livre qui est extrêmement agréable à lire. C'est une romance en fait, mais c'est pas une romance, en fait c'est pour ça que j'aime ce livre, c'est parce que c'est un classique, dans le sens, un classique des romances et de la quête en fait, c'est-à-dire que c'est un roman qui, en fait, pour vous faire le pitch, c'est une jeune femme en fait qui est en deuil et qui va partir un petit peu à l'autre bout de la terre pour faire son deuil et guérir de ses blessures et recommencer à vivre comme il se doit. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était pas une romance entre guillemets ordinaire, parce que je trouve qu'elle se base sur un socle de remise en question, de questionnement, de spiritualité presque, de rapport au bonheur et voilà au deuil, qui est très intéressant et qui s'arrête pas juste à une telle a rencontré un tel ou un tel a rencontré un tel, etc. C'est beaucoup plus que ça et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce côté romance aussi, parce que c'était pas du tout quelque chose de simpliste. Donc si vous voulez une romance où vous avez quand même un fort message derrière, une quête, une vraie évolution des personnages, etc., je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est déjà très court. Donc pour les personnes peut-être qui ne sont pas de gros lecteurs, ça peut être une très bonne idée. Voilà, c'est un livre qui est assez confort, c'est un livre très sensuel je dirais, dans le sens où on a beaucoup de rapports aux odeurs, au goût, au son, on a beaucoup de rapports au temps aussi, à la pluie, au vent, tout ça. C'est
c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous le conseille chaudement. Le deuxième livre que j'ai terminé, on change complètement de style puisqu'on va parler d'un essai. Cet essai est devenu mon livre préféré de tous les temps. Donc voilà, c'est vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. Maintenant c'est vraiment le livre que je conseille à absolument tout le monde. Voilà, si j'ai l'occasion de le placer, je le place parce que je pense vraiment que tout le monde devrait lire ce bouquin. C'est l'essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Chollet. Si vous ne connaissez pas Mona Chollet, c'est une journaliste et écrivain, autrice comme vous voulez, française, qui travaille pour le monde diplomatique. Et c'est une femme extraordinaire. C'est un bouquin qui m'a complètement retournée, qui m'a fait réaliser plein de choses et qui m'a fait évoluer tout au long de ma lecture. Je vous en parlerai peut-être plus en détail, par exemple dans un 10 minutes à un café en rapport avec le féminisme ou des choses comme ça. Mais c'est un livre qui est extrêmement inspirant. Mona Chollet est une femme extrêmement inspirante. Si je devais rencontrer une personne sur cette terre, ça serait elle. Et vraiment, elle est exceptionnelle. Donc dans son livre, dans son essai Sorcière, elle raconte en fait comment les chasses aux sorcières ont été en fait une espèce de guerre misogyne visant les femmes seules ou les femmes trop libres, trop indépendantes, sans enfants et ayant des capacités de guérisseuse, puisque à l'époque c'était vu un petit peu beaucoup en fait comme étant extrêmement étrange pour une femme de vivre seule sans enfants et d'en plus avoir des capacités en fait de médecin en fait, mais à l'époque voilà, c'était plus tourné vers le mot guérisseur, guérisseuse, et c'était très très mal vu. Et donc elle explique bien comment cette chasse aux sorcières en fait s'est transformée un petit peu en un moyen d'asservir et de torturer les femmes, puisqu'elle explique bien que ces chasses aux sorcières ont donné lieu à des crimes atroces, à des tortures innommables, à de nombreux viols, à des crimes sans nom en fait. Et comment ça a été aussi le moyen pour des hommes de se débarrasser en fait de femmes trop gênantes. Donc par exemple que ce soit une maîtresse un peu trop chiante du coup, parce qu'elle risque de faire un petit peu foirer la vie de cet homme respectable. Et ou alors par exemple elle parle aussi du fait que certains hommes ont donc violé ces femmes là et les ont ensuite dénoncées comme étant sorcières pour se débarrasser d'elles et donc être totalement blanchies. Elle explique aussi comment presque aucun homme n'a été brûlé vif ou lapidé ou pour sorcellerie en fait. Le peu d'hommes qui ont été massacrés durant ces chasses aux sorcières l'étaient par relation avec des femmes, donc par exemple le frère, l'époux, voilà. Mais ça n'a jamais, ou en tout cas dans très peu de cas, été une accusation purement tournée vers ces hommes-là. Je lis mes notes en même temps parce que je voulais vraiment rendre justice à ce livre, donc j'ai pris quelques notes. Et elle explique aussi bien comment ces chasses aux sorcières en fait sont encore plus ou moins présentes aujourd'hui. Donc elle fait un lien maintenant avec la figure de la femme célibataire à chat, qui en fait est liée à la figure ancestrale de la sorcière avec ses chats seuls, etc. Et comment aujourd'hui on diabolise en fait et on culpabilise en fait la femme seule sans enfant à travers cette figure-là de la sorcière. Elle parle aussi de sujets beaucoup plus modernes entre guillemets, en parlant du non-désir d'enfant par exemple et de tous les préjugés qui vont avec. T'as pas trouvé le bon, c'est une femme aigrie qui déteste les enfants, c'est quelqu'un d'égoïste. Elle parle vraiment de ça et c'est un sujet qui me passionne parce que vous le savez probablement, mais en tout cas le non-désir d'enfant c'est quelque chose qui est très présent chez moi. Peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, je sais pas encore parce que c'est très personnel et c'est surtout que je sais pas si je suis vraiment prête à relire encore une fois plein de critiques et de préjugés qu'on va me jeter comme ça. Je suis pas du tout sûre d'être prête à entendre ça parce que c'est quelque chose qui va énormément m'énerver et c'est quand même pas le but.
Mais en tout cas, elle parle beaucoup du non-désir d'enfant dans son livre. Non-désir qui lui parle étant donné qu'elle aussi ne désire pas d'enfant. Elle est mariée, etc., mais ne désire pas avoir d'enfant. Elle parle aussi beaucoup de Simone de Beauvoir et de Sartre, dont c'était le cas. Simone de Beauvoir qui ne voulait pas d'enfant, Sartre non plus, donc c'était un peu le couple idéal. Elle parle aussi beaucoup de la figure de la femme qui a dépassé 40 ans. Le fait qu'il y ait une diabolisation, une invisibilisation des femmes qui ont dépassé 40 ans, qui a beaucoup ce côté de femme qui doit cacher son âge, qui doit se teindre les cheveux pour pas qu'on voit qu'elle a des cheveux blancs ou gris, qui doit cacher ses rides parce que les rides, quand même, c'est pas très classe, plein de choses comme ça, et qui m'ont beaucoup parlé et que j'ai trouvé plein de vérités en fait, et totalement dommage. Elle parle aussi de la différence entre les cheveux blancs, gris chez les femmes et chez les hommes, chez les hommes c'est vu comme une preuve de... comme un côté un peu plus séduisant, vous voyez, quelque chose de charmant, et comme chez les femmes c'est vu comme une... comme le fait que la date d'expiration de la femme arrive en fait à grands pas, et j'ai trouvé que c'était excellent, que cet essai bien écrit, c'est vraiment un euphémisme en fait, j'ai vraiment pas de mots pour décrire ce bouquin. Lisez-le, vous allez l'adorer, et si vous êtes intéressé par tout ce qui est féminisme, vraiment c'est un pilier, voire le pilier pour moi. Il y a encore Beauté fatale de Mona Chollet qu'il faut que je lise. Mais voilà, c'est un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux, que je vais relire sans hésitation. À chaque page j'étais... En fait je parlais énormément pendant cette lecture, toute seule, en mode mais oui exactement, ou ah oui mais c'est vrai, enfin j'avais jamais remarqué, ou... Mais en fait c'est plein de vérités, elle s'appuie sur plein de sources, des études, d'autres féministes, d'autres intellectuels, etc. qui ont déjà écrit dessus. Elle ne sort pas des arguments de son chapeau comme ça, tout est très bien expliqué, détaillé, sourcé. C'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire, encore plus si vous êtes un homme, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin, parce que c'est très parlant, et parce que au moins vous pourrez vous faire votre propre avis dessus. Et si notamment vous êtes un peu réfractaire à tout ce qui est question féministe, que vous êtes homme ou femme, il y a beaucoup de femmes qui sont réfractaires à ça, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin et d'ensuite pouvoir vous faire votre propre avis, parce que c'est vraiment un très bon livre. Le troisième livre dont on va parler est un classique de chez classique de la littérature anglaise, c'est peut-être un des plus gros classiques, puisque j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Si vous ne le savez pas encore, Jane Austen est mon écrivain classique préféré. Bon, maintenant Mona Chollet est concrètement mon écrivain préféré, mais Jane Austen reste un incontournable et garde quand même le top 2 de mes auteurs préférés. Donc j'ai enfin lu Jane Austen et Orgueil et préjugés, surtout parce que j'avais lu beaucoup d'extraits de Jane Austen, que ce soit Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, voilà, d'autres bouquins comme ça, mais je n'avais jamais lu en intégrale Orgueil et préjugés, qui fait presque 400 pages il me semble, et c'est une excellente découverte. Évidemment, pendant tout le livre, j'étais complètement dépassée par l'écriture de Jane Austen, par son féminisme tellement avant-gardiste, son côté de la façon avec laquelle elle traite les personnages, la façon avec laquelle elle leur donne vie en fait, elle leur donne des couleurs en fait, vraiment, si vous voulez. C'est vraiment des êtres humains auxquels on peut tous s'identifier, notamment Elisabeth, qui est une jeune femme très intelligente, très érudite, très sarcastique, qui n'en a un peu rien à faire du fait que tu sois riche et que tu sois quelqu'un d'important. Si elle ne t'aime pas, elle va te le dire de la même façon. Et j'ai trouvé ça tellement avant-gardiste pour l'époque, tellement intéressant, tellement... Voilà, clairement une vidéo YouTube ne suffira jamais à rendre hommage à ce pilier de la littérature anglaise, mais si vous n'avez jamais lu Jane Austen, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus, c'est incroyablement bien écrit évidemment.
Les personnages sont incroyables, c'est vraiment la force de Jane Austen, la manière dont elle les rend vivants. Et Monsieur Darcy est vraiment un personnage également qui est très 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 important et qui est surtout très profond, très compliqué entre guillemets et très intéressant. Il y a beaucoup de personnages, d'autres personnages qui sont très intéressants. Toutes les sœurs sont très intéressantes pour être honnête. La mère aussi est très intéressante. Mrs. Bennet, elle est très... Ah, c'est une femme qui m'a beaucoup parlé. C'est une figure que l'on voit énormément dans nos entourages. Que dire? Lisez Orgueil et Préjugés. Vous devez lire ce bouquin dans votre vie si vous aimez lire. C'est obligatoire. C'est vraiment un très bon bouquin. J'ai passé un très bon moment. Donc voilà, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano. Alors Raphaël Giordano, c'est celle qui a écrit Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, si j'ai bien dit le titre comme il faut. Et ce bouquin, comme vous le savez, je l'avais énormément aimé. C'est un livre qui m'avait énormément parlé, énormément appris, que j'ai trouvé extrêmement utile et éclairant. Cependant, j'ai pas trop aimé celui-ci pour être honnête. Alors en fait, je m'explique. Le personnage principal qui s'appelle Meredith est vraiment très agaçante. C'est un personnage avec lequel je me suis pas du tout entendue, je me suis pas du tout identifiée à elle. Elle a une manière de percevoir, de traiter les choses et d'agir qui ne me plaît pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai trouvé assez antipathique pour être honnête, agaçante même, très agaçante. Et oui, je me suis pas du tout reconnue en elle, je l'ai pas du tout appréciée. Je l'ai trouvée... je l'ai pas trouvée touchante en fait, je crois que c'est ça le problème. En tout cas avec moi, ça n'a pas du tout marché avec Meredith, je l'ai pas du tout trouvée touchante. Je l'ai vraiment juste trouvée 100% agaçante en fait et c'est tout. Par contre j'ai trouvé le personnage d'Antoine très touchant, très intéressant. J'ai trouvé le personnage de Rose aussi très touchant. C'est juste Meredith en fait avec qui j'ai vraiment eu un problème. Donc voilà, si vous êtes comme moi et si vous êtes totalement passé à côté à cause de ce personnage là, par contre je tiens à dire que c'est quand même un bouquin que vous devriez lire parce que à chaque moment où l'auteur donne des conseils, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ce que Meredith vit, sur comment elle traite les choses, sur la petite méthode, sans vous spoiler, qu'elle met en place pour essayer de recadrer sa vie amoureuse. C'était vraiment très intéressant, très instructif parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment parlé. Parce que si vous voulez, Meredith, en fait dans ce livre-là, le personnage principal, donc Meredith, décide d'un coup, désolée pour l'avion, donc elle décide de mettre son histoire d'amour entre parenthèses pour partir dans un love tour, pour se réaliser et apprendre sur sa façon d'aimer et améliorer sa capacité à aimer son copain, donc Antoine, puisque elle pense qu'elle ne peut pas totalement s'investir plus sérieusement encore dans cette relation tant qu'elle ne se sera pas réalisée elle-même et tant qu'elle n'aura pas amélioré cette capacité qu'elle a à aimer Antoine, puisque elle doit apprendre tout d'abord à s'aimer elle-même. Donc le pitch est très bien. Le seul problème que j'ai, c'est que, comme je vous ai dit, je l'ai trouvé très antipathique, pas sympa. Je sais pas, c'est pas un personnage du tout que j'ai aimé, mais par contre, l'autrice, donc Raphaël Giordano, donne énormément de conseils pour vous-même avoir une vie sentimentale plus épanouie, savoir comment gérer tout ça, parce que l'amour c'est quand même un des piliers de nos vies d'êtres humains, et donc elle donne énormément de conseils parce que voilà, il n'y a pas de mode d'emploi et j'ai trouvé ça extrêmement utile. Elle parle de beaucoup de choses comme du couple ouvert, elle parle du désir dans un couple, du fait que c'est impossible de toute sa vie avoir du désir vers une seule personne. Elle parle de la façon de communiquer, elle parle de plein de choses comme ça qui sont très intéressantes.
Voilà, outre le personnage de Meredith, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre très instructif et que tout le monde devrait lire pour prendre conscience de ses défauts et de ses failles dans la façon dont on traite nos relations amoureuses. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite lecture. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. C'était un petit peu brouillon parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et j'espère vraiment vous retrouver bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!